Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du plus grand chasseur de primes que la galaxie n'ait jamais connu, en la personne de Boba Fett. Comme je l'ai déjà dit, c'est un chasseur de primes, et cette caste de personnages a toujours fait partie intégrante de l'univers de Star Wars. C'est pour cela qu'au-delà des Jedi, des Sith ou autres rebelles, les chasseurs de primes sont des personnages très importants pour la saga. Si vous n'avez vu que les films, vous ne le savez pas, mais à travers tous les médias, il existe des multitudes de chasseurs de primes plus originaux les uns que les autres. Nous avons pu en découvrir dans la série The Clone Wars comme Embo ou bien évidemment Cad Bane, mais aussi dans les jeux vidéo comme ici IG-88. Il est également intéressant de noter que tous les chasseurs de primes visibles dans l'épisode 5, dans cette scène, ont connu leur propre histoire, du moins dans l'univers légende bien sûr, car ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir chacun leur moment de gloire, mais je pense que cela arrivera très prochainement. Ah et d'ailleurs, petite parenthèse, comme Queen Landvos qui n'était à la base qu'un figurant dans l'épisode 1, Aurra Sing est un personnage qui a été profondément développé alors qu'elle n'apparaît que quelques secondes à l'écran durant la course de pod. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce qu'est un chasseur de primes. Nous le savons tous, la saga Star Wars est en partie inspirée du western, ça se remarque très clairement sur Han Solo, mais où est-ce qu'on retrouve des chasseurs de primes? Dans les westerns. Plus sérieusement, un chasseur de primes est une personne qui, contre une certaine somme d'argent, ça dépend de la réputation du chasseur, est amené à effectuer diverses missions, telles des assassinats, des captures, de la protection ou autres. Il est important de noter que bien que le rôle des chasseurs de primes est essentiel dans une galaxie forgée à coups de trahison et de manipulation, qu'ils sont très mal vus par la population. Malgré l'image de loup solitaire que l'on se fait d'eux, tous les chasseurs de primes font partie de ce qu'on appelle la guilde des chasseurs de primes. Cette organisation est sous la tutelle de l'Empire et est régie par un code, le code du chasseur de primes. Ouais, ils sont pas foulés pour le nom. Mais bon, dans celui-ci on retrouve différentes règles comme par exemple le fait qu'il est interdit aux chasseurs de s'entretuer. Il faut évidemment éviter les pertes collatérales, ce qui pourrait apporter des complications vis-à-vis des autorités locales, mais également qu'un chasseur ne doit en aucun cas intervenir dans la chasse de l'un de ses confrères. Mais qu'en revanche, il est interdit de refuser son aide à un autre chasseur. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le bouquin du même nom qui vous apportera tout un tas d'infos vraiment intéressantes sur la guilde des chasseurs de primes. Sur ce, revenons-en à Boba Fett. Il est apparu pour la première fois dans l'épisode 5 et... Quoi, comment ça, c'est pas vrai? Au temps de la guerre des étoiles? Oh... Bon, on va faire comme si on n'avait jamais vu ça. Hein. Boba Fett est apparu dans 4 des 6 films de la saga, ce qui représente environ 20 minutes à l'écran, dont une grande majorité dans l'épisode 2. Il a été interprété par 6 acteurs différents, et ce sans compter les 10 autres doubleurs qui ont prêté leur voix aux personnages pour différents jeux vidéo. Sans oublier qu'un film consacré à Boba verra probablement le jour dans les années qui viennent, peut-être même dès 2020, ce qui devrait ajouter au moins un autre acteur dans cette liste. A la base, Lucas voulait montrer Boba Fett qui sortait de la gueule du Sarlacc, mais a finalement abandonné l'idée pour laisser cette tâche à l'univers étendu, mais on en reparlera. Boba Fett a été classé à la 84e place d'un classement recensant les 100 plus grands personnages de fiction, et à la 8e position dans un classement recensant les 100 meilleurs personnages de Star Wars. Il fait partie du top 5 des figurines Star Wars qui se vendent le mieux. Sur ce, nous allons pouvoir passer aux 10 meilleurs moments de la vie de Boba Fett. Django, le père de Boba Fett ayant été tué au cours de la bataille de Geonosis, le jeune garçon jura vengeance contre le maître Jedi Mace Windu, assassin de son père. Quelque temps plus tard, il fait équipe avec un groupe de chasseurs de primes comprenant Aurra Sing, Castas et Bossk, pour y parvenir. Mais leur complot visant à tuer Windu échoua, et Boba se rendit compte que le maître de l'ordre Jedi était une trop grosse cible pour lui, mais il se jura de ne jamais lui pardonner. Après avoir purgé une courte peine de prison, Boba forma une équipe de chasseurs de primes et remplit un certain nombre de missions. Ce fut avec une très grande satisfaction qu'il apprit la mort de Windu en 19 avant la bataille de Yavin, ainsi que la condamnation à mort de tous les Jedi pour trahison, car il les considérait comme coupables de l'extinction de son peuple, comme son père Django le lui avait appris jadis. Peu de temps après la destruction de l'étoile noire au-dessus de Yavin, Boba Fett travaillait pour Jabba le Hutt. Il fut cependant prêté à Dark Vador par son employeur et se vit assigner une mission par le Seigneur Noir des Sith, retrouver le jeune homme responsable de la destruction de l'arme ultime de l'Empire. Boba Fett partit donc à la recherche du jeune homme. Désirant dans un premier temps obtenir son nom, Boba se rendit dans la cantina de Mos Eisley, lieu où ce jeune fermier avait été aperçu pour la dernière fois. Et après avoir été obligé de se frotter à certains bandits, le chasseur de primes remarqua l'attitude étrange d'un fermier qui tentait de l'éviter. Boba le captura, mais ce n'est qu'après un interrogatoire violent que le fermier avoua que l'homme recherché se nommait Luke Skywalker. En guise de remerciement, Fett exécuta sans pitié le fermier qui avait vendu son ancien compagnon. Boba retrouva Luke dans la maison abandonnée d'Obi-Wan Kenobi. Il l'aveugla avec une grenade lumineuse et l'affrontement débuta. Le jeune homme, malgré ses dons de Jedi et sa maîtrise du sabre laser, n'était pas de taille à lutter face au terrible chasseur de primes. Rassemblant ses dernières volontés, il parvint cependant à assommer Boba en lui lançant une caisse contre le crâne grâce à l'aide de son astromécano R2D2. Ensuite, Boba dut faire part de son échec à capturer le jeune homme à Dark Vador, mais il ne revenait pas bredouille et avait désormais un nom à fournir au seigneur Sith, Luke Skywalker.
Quelques semaines après la destruction de la première étoile de la mort, Boba Fett se rendit sur Solem afin de remplir un contrat proposé par le gouverneur Malvander Bren. Ce dernier demanda au chasseur de primes de capturer le leader des rebelles sur la planète, qui n'était autre que son propre frère Yolan Bren. Fett le retrouva rapidement grâce à la filature qu'il avait entreprise sur Rabuts, un barman du coin. Se rendant rapidement compte de la puissance du chasseur de primes, Yolan refusa intelligemment le combat, afin que ses plus proches amis ne soient pas tués vainement. Il fut donc ramené vivant dans le palace de son employeur, mais ce dernier ne le paya que 10 000 crédits au lieu de 50 000 prévus. Fidèle à son habitude, Boba ne supporta pas d'être sous-payé, et après avoir désarmé ses 3 gardes personnels, Fett se dirigea vers lui et lui arracha son collier d'une valeur bien supérieure aux 50 000 crédits prévus initialement. Le chasseur de primes quitta le palace puis la planète, laissant les deux frères régler leur compte. Un an après la bataille de Yavin, Boba œuvra pour le compte du prince Xizor, le leader de la célèbre organisation criminelle du Soleil Noir, sans le savoir. Fett ne recevait les missions de Xizor que par le biais d'un intermédiaire, l'arachnoïde Qud'Ar Mubat. Ainsi, Boba n'était jamais en contact direct avec le prince. Suite à une mission au cours de laquelle il dut ramener vivants les chasseurs de primes Bossk et Zuckuss, Mubat lui proposa une tâche ambitieuse, mettre un terme à la guilde des chasseurs de primes, envers laquelle Fett n'éprouvait que rancœur et mépris pour ses lois. Le chasseur de primes accepta donc. Il infiltra ainsi la guilde en s'y inscrivant. Kradosk, l'actuel chef de la guilde et père de Bossk, accepta sa candidature. Une fois membre, Fett fit appel à plusieurs chasseurs pour récupérer une prime conséquente. Après cette mission, ils retournèrent à la guilde et Kradosk fut assassiné par son fils Bossk. Par la suite, le Trandoshan s'allia avec Fett pour capturer un Stormtrooper. Mais Bossk ne put se retenir de se venger de Boba pour avoir réduit à néant la guilde. Avec l'aide précieuse et discrète de Zuckuss, Boba parvint à se défaire de Bossk. 3 ans après la bataille de Yavin, ce fut l'Empire Galactique qui s'intéressa à Han Solo, désormais membre important de l'Alliance Rebelle. Dark Vador convoqua à bord de son destroyer stellaire plusieurs chasseurs de primes dont Boba Fett. La mission était simple, capturer Solo. Boba sortit du lot en retrouvant la trace de Han et en le pistant jusqu'à la Cité des Nuages sur Bespin, dont l'administrateur était Lando Calrissian. Ayant prévu suffisamment à l'avance Vador de leur arrivée, l'Empire avait pu les prendre au piège. Avec les rebelles captifs, Vador espérait attirer l'attention de Luke Skywalker, son fils, qu'il devait livrer à l'empereur. Il essaya la technologie de congélation carbonique sur Solo. Boba fut rassuré en voyant que l'ancien contrebandier avait survécu à cette opération. Car après un accord passé avec Vador, il devait ramener Solo vivant à Jabba le Hutt afin de récupérer une prime. Poursuivi par tous les chasseurs de primes voulant récupérer la prime sur Solo, et par les rebelles souhaitant sauver leurs camarades, Boba fut contraint de s'exiler sur la planète Gale pour calmer le jeu, mais il fut rapidement repéré par les rebelles et partit donc en direction de Tatooine, où il livra enfin Han à Jabba, et récupéra la prime qu'il avait si souvent cherché à obtenir. Pour cette périlleuse mission, Boba empocha la modique somme de 250 000 crédits. Alors que les rebelles Han Solo, Luke Skywalker et Chewbacca étaient menés dans la fosse du Sarlacc pour être exécutés, ces derniers, grâce à un plan rondement mené par Skywalker, parvinrent à semer la discorde parmi les troupes de Jabba. Boba perdit alors le contrôle de son jetpack et percuta de plein fouet la barge du Hutt. Après l'impact, Fett dégringola tout droit dans la gueule du monstre. Mais le chasseur de primes n'avait pas dit son dernier mot. En effet, bien que le Sarlacc conservait et digérait ses victimes pendant plusieurs milliers d'années, Boba parvint à s'en extraire en faisant exploser la bête de l'intérieur. Grandement affaibli par les toxines infiltrées par le Sarlacc dans ses vaisseaux sanguins, il était en proie à des délires. Heureusement pour lui, le chasseur de primes Dengar retrouva sa trace dans le désert de Tatooine et soigna ses blessures. Ce fut le début d'une amitié et d'une nouvelle aventure pour Fett. Il laissa le Slave One sur Tatooine et ne tarda pas à s'approprier un nouveau vaisseau, le Slave 2. Boba récupéra le Slave One légalement dans une fourrière de Graquin. Le vaisseau n'était plus la propriété du chasseur de primes qui dut le racheter à un prix élevé. Boba continua cependant à utiliser le Slave 2 et laissa le Slave One en orbite autour de Nar Shaddaa. Après cette parenthèse, Boba fut intéressé par une prime déposée par les Hutt sur son plus vieil ennemi, Han Solo. Aidé par Dengar et un ancien ami de l'ex-contrebandier, Mako Spinks, Fett retrouva les traces de Solo. Les 3 collaborateurs poursuivirent Han accompagné de Leia jusqu'au monde de Baïs. Lourdement protégée, la planète autorisa l'accès à Solo mais pas à Boba. C'est dans cette tentative de vouloir se faufiler à l'intérieur du bouclier que Boba amocha le Slave 2, le rendant hors service. La mission échoua et ce fut également la dernière fois qu'il collabora avec Dengar. Quelques années plus tard, à la suite d'une rencontre avec le Mandalore Fen Shisa, qui se termina par la mort de ce dernier, Fett rallia les planètes natales de son père et devint le nouveau Mandalore, conformément aux dernières volontés de Shisa afin de protéger le peuple mandalorien. C'est dans cette nouvelle fonction qu'il fut contacté en plus 24 par Nom Anor, qui demanda le service des mercenaires pour différentes missions afin de préparer le terrain pour l'invasion des Yuuzhan Vong, en promettant d'épargner le secteur mandalorien de leur voie de conquête. Afin de s'assurer la victoire dans tous les cas, Fett demanda à son lieutenant le plus fidèle, Goran Bevin, de récupérer des informations sur l'envahisseur lors de leur passage à bord du vaisseau de Nom Anor.
Accompagné d'une demi-douzaine de mercenaires, Fett se rendit alors sur Byrgis, où ils s'emparèrent du statioport pour prouver leur valeur aux créatures extragalactiques. Boba et ses commandos prirent ensuite part à la bataille de New Olga, où l'une de ses guerrières, Brika Jeban, perdit la vie en sauvant le Jedi Kubariet. Le Mandalore tira avantage de cette situation et décida d'utiliser le Jedi comme intermédiaire avec la Nouvelle République pour contrecarrer les plans des Vongs grâce à leur position infiltrée. Fett et ses compères continuèrent de prendre part à différentes batailles tout au long de la guerre, leur position s'affirmant de plus en plus officiellement vers la Nouvelle République, espérant évidemment une juste compensation à la fin. L'accord avec Non-Manor fut alors rompu et Mandalore fut assailli par les envahisseurs. Mais Fett et les siens parvinrent à repousser l'ennemi, et ce malgré de lourdes pertes. Au cours de la dernière année de guerre, il participa à la bataille de la station Kalula, en sauvant notamment la vie de son ancien adversaire Han Solo, et aida également à la libération d'Ort Mantell et Jindin. Cependant, la nouvellement créée Alliance Galactique ne montra aucun soutien envers une Mandalore ravagée, pour le grand déplaisir de Boba Fett. Après la guerre, en dépit de son âge déjà avancé et de la dégénérescence tissulaire de son corps de clone, il continua de diriger le peuple mandalorien et de jouer les chasseurs de primes. Suivit ensuite une courte période de paix où il résida discrètement sur Taris, au point de pouvoir se déplacer en public sans son armure. Il consultait régulièrement le docteur Belwin sur Kamino pour vérifier l'état de son corps, et comprit rapidement qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, à cause de sa condition de clone. Fett décida alors de trouver un Mandalorien digne de lui succéder au titre de Mandalore, et se lança également dans la recherche de sa fille, Eileen Vale, qu'il n'avait pas vue depuis près d'un demi-siècle. Fidèle à lui-même, il chercha également un moyen de tromper sa mort imminente. Au cours de son enquête sur Corellia, il apprit que sa fille avait été capturée par la sécurité de l'Alliance Galactique et torturée à mort par Jacen Solo, et demanda à Han Solo, qu'il avait aidé à éliminer son cousin Trakan, de lui arranger le retour du corps. Il rencontra dans le même temps sa petite fille, Myrta Gev, qui tenta d'abord de le tuer, puis il finit par calmer la situation lorsque le corps d'Eileen leur fut apporté. Ils décidèrent alors d'aller récupérer les restes de Jango Fett sur Geonosis pour les enterrer tous les deux sur Mandalore. Fett se mit ensuite à la recherche d'un prétendu clone survivant de la guerre des clones, qu'aurait aperçu Myrta. Y voyant une chance de sauver sa propre vie, il retrouva ainsi la trace de James Kirata, un de ses anciens détracteurs sur Kamino, qui avait bénéficié d'un arrêt du vieillissement accéléré grâce aux données de Kosai. Ainsi, Fett put bénéficier d'un traitement de la moelle osseuse donné par Cad Ika, la nouvelle étoile montante sur Mandalore. Suite à la mort de Marajad Skywalker, Fett fit forger par Medric Vazur quelques accessoires en Beskar et les envoya à Han Solo, afin qu'il débarrasse la galaxie de son fils, en train de se tourner vers la voie des Sith. Peu après, il apprit grâce à Myrta que son épouse Sintasvel était toujours en vie, congelée dans la carbonite sur Faida, et il partit rapidement la secourir, non sans violence. Grâce au docteur Belwin, il parvient à la sortir de la carbonite, mais son esprit avait subi de lourds dommages suite à cette longue congélation. Un ami de Kadika, l'ancien Jedi Gotab, se présenta alors afin d'aider l'esprit de Sintas à se réparer. Dans cette ambiance très difficile pour la famille Fett, Jannah Solo arriva sur Mandalore afin de recevoir une formation de Boba pour vaincre son frère, devenu Dark Caedus, qui terrorisait la galaxie, et Fett accepta en la prévenant des risques qui l'attendaient avec lui. Il l'éprouva à une formation très difficile en lui apprenant notamment l'humilité, mais elle s'intégra progressivement à la communauté et sut se rendre utile pour eux avec ses divers talents. Après avoir été contacté par Natasie Daala, il rallia Fondor avec la jeune femme pour assister au combat entre les forces de Jacen, les forces de Jedi et les forces de Daala. Ils réussirent alors à mettre en déroute le Sith, et Fett rentra sur Mandalore pour achever l'entraînement de Jaina. Après diverses missions, il renvoya Jaina auprès des siens afin qu'elle élimine enfin la menace que représentait son frère. Au terme de la bataille de Shedu Mahad, Caedus fut tué par Jaina Solo et Myrta, la femme de Boba, fut enfin libérée. Mais les Moff impériaux avaient utilisé son sang pour développer un nanovirus. Ils le relâchèrent sur Mandalore, empêchant ainsi Fett de rentrer chez lui. Un an avant la bataille de Yavin, Dark Vador confie une nouvelle fois une mission de la plus haute importance au chasseur de primes. Sa cible, Galen Marek, un Jedi à la recherche de sa femme Juno Eclipse, une ex-impériale devenue un membre à part entière de l'Alliance rebelle. Après s'être rendu sur Kaito Neimodia et avoir constaté les dégâts causés par le Jedi, il se rendit sur Kamino pour en apprendre plus sur sa cible et pour récupérer une escouade de troupes de choc qui l'aiderait à l'accomplissement de sa mission. C'est dans la bordure extérieure que Boba retrouva sa cible et put capturer Juno qui lui servirait d'appât pour attirer Galen. Après avoir ramené la femme, il dut rester sur la planète pour exécuter le Jedi au moment où il viendrait. En entrant dans le secteur de clonage, il s'aperçut que l'Empire produisait des clones de lui-même. Après avoir appris ces nouvelles, Boba se chargea de détruire toute l'installation pour ne laisser aucune trace. Alors qu'il avait le Jedi dans sa ligne de mire, il se résigna et décida de lui laisser une chance de s'en sortir. En résumé, Boba Fett dans les films, c'est une trentaine de répliques dont la moitié sont inutiles et ne développent pas le personnage, moins de 20 minutes à l'écran et une présumée mort ridicule. Mais pourtant il est l'un des personnages préférés des fans, et ce juste par le charisme qu'il arrive à dégager. Et je suis sûr que nombre d'entre vous se sont dit lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils jouaient à Star Wars qu'ils incarnaient Boba Fett.
Vous l'aurez donc compris, Boba Fett fait partie intégrante de la culture populaire. Il n'est donc pas rare de le voir opposé à d'autres personnages de la culture geek, comme Deadpool, le Predator, Master Chief, Samus Aran ou bien encore Batman. Voir Boba Fett être comparé avec des personnages comme le Predator et autres est plutôt flatteur car ce sont des personnages auxquels des films ont été consacrés rien qu'à eux. Boba lui n'apparaît seulement que 20 minutes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on voit souvent dans les rap battles ou des trucs du genre Boba Fett se faire tailler parce qu'il n'apparaît que 5 minutes. Mais je trouve que justement c'est plutôt un point fort, on ne le voit que 5 minutes et on le voit déjà rivaliser avec les pires vilains de toute l'histoire du cinéma. Et enfin pour conclure, on peut parler brièvement d'un jeu qui aurait eu le rôle de nous en faire découvrir plus sur ce personnage. Je parle évidemment de Star Wars 1313 ou 1313. Dans ce jeu on aurait incarné Boba Fett dans les bas-fonds de la planète Coruscant, ou plus précisément sous la surface du monde à l'étage 1313, qui est l'un des endroits les plus dangereux de la galaxie. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me proposer des idées pour les prochaines vidéos, mais sur ce, à plus tout le monde.